Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler FJR parce que visiblement elle vous a manqué sur la chaîne et donc je m'exécute. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 points importants à savoir sur la FJR qui font que pour moi, elle fait partie des motos où vraiment faut s'y intéresser, faut en acheter une parce que c'est une moto géniale. Et on va commencer tout de suite du coup par les premiers points. Et donc en premier point, on va parler de la performance. Effectivement, c'est peut-être un peu réducteur de parler de la performance pour une moto parce que certains motards en ont marre de cette image qui nous colle à la peau, comme quoi les motards sont des drogués de la vitesse, etc. Mais ça reste quand même indéniable, on va dire, pour une grosse partie des motards. Donc, la performance. Pour refaire du coup un bref tour au niveau de ce moteur donc c'est un 1300 de cylindrée, donc 1,3 litre de cylindrée, développant 144 chevaux dans sa version full ou 146, ça dépend des passages au banc. Et il y a une version du coup qui est bridée pour une question de normes en rapport avec voilà les normes. On va pas rentrer dans les questions de normes. Et sinon, elle peut exister en version 106 chevaux. Pour des questions de compréhension et pour éviter surtout de me tromper tout le temps dans les nombres, il est possible que la version 106 chevaux, je l'appelle 110 et la version 144, je l'appelle 140. Comme ça, vous êtes prévenus. Donc, globalement, cette moto fait 140 chevaux pour 1,3 litre de cylindrée. La puissance est visiblement obtenue à 7000 tours minute, sachant que le moteur en développe jusqu'à 11 000. Donc, c'est un moteur qu'on pourrait techniquement retrouver sous le capot d'une voiture. On est sur une grosse cylindrée, comme il se fait généralement en automobile. Et par exemple, je crois qu'il existe une version du moteur 1,3 litre TCE que l'on peut retrouver chez le constructeur Renault qui développe 140 chevaux. Donc c'est vraiment pas des valeurs qui sont totalement déconnantes. Vous vous doutez bien que si ce moteur peut être retrouvé, les caractéristiques techniques de ce moteur peuvent être similaires à celui d'une voiture, dans une moto, ça marche quand même pas mal. Donc effectivement, la performance, c'est un point important de cette machine. Cette machine a aussi fait partie des forces de l'ordre pendant plus de 20 ans et partie de leur mission, une partie de leur mission, c'est des interventions à grande vitesse. Donc, il fallait une machine qui marche. Donc, en un mot commençant, ça marche. Pour donner les chiffres officiels, même si je les ai jamais réellement testés par moi-même parce que je préserve mon embrayage et je préserve mon permis, dans un sens, le 0 à 100 est annoncé aux alentours des 3 secondes. Donc 2 secondes 9 pour les versions les plus récentes et 3 secondes 3, je crois, pour les premières phases parce que forcément l'injection était un petit peu retravaillée. Ça me paraît effectivement très rapide. Je pense que dans un usage quotidien, courant, on est plutôt sur un 4 secondes, 4 secondes 5, ce qui est quand même vraiment acceptable aujourd'hui quand on considère que cette machine est de 2006, donc elle a 19 ans cette année et elle totalise quasiment 140 000 bornes avec tout l'entretien et surtout le non-entretien qu'elle a pu subir au cours de sa vie. De plus, du coup, la vitesse max est donnée pour 250 ou 260 km/h. C'est largement suffisant pour perdre son permis, vous l'aurez compris. Donc la performance, je pense que c'est validé à ce niveau-là. En deuxième point, on va parler maintenant de la polyvalence de la FJR 1300. Parce que c'est une moto comme on n'en fait plus. Alors, je préfère tout de suite préciser pourquoi est-ce que je dis ça. Oui, il existe des motos qui sont similaires. Oui, aujourd'hui, il existe d'autres motos, 1000, un peu plus que 1000, pourquoi pas, qui sont sur ce segment, mais c'est quand même devenu très rare. Aujourd'hui, la mode de la routière s'est transformée pour plutôt passer sur du trail, type Africa Twin, ce genre de choses qui ont explosé. Le VR6 de chez Kawasaki, par exemple, la cote de ces véhicules-là, la gamme, bonjour le chien, a explosé, ce qui fait qu'aujourd'hui, des routières à proprement parler, on n'en trouve plus beaucoup. La différence entre un trail et une routière, ça va surtout être, à mon sens, la hauteur de selle et la largeur de selle, mais on n'est pas là pour parler de ça. La polyvalence du coup d'une routière fait qu'elle est parfaite pour tous les types de terrains que vous allez pouvoir lui demander, à partir du moment où vous arriverez à la maîtriser. C'est le seul truc, c'est que c'est pas forcément aussi facile de prise en main qu'une 125, vous l'aurez compris. Mais en centre urbain, ça marche sans aucun problème parce que j'en parlerai plus tard dans différents points positifs, etc. Mais ça marche très bien en centre urbain. Ça marche très bien dès que vous allez prendre un peu de national ou de départemental. Et évidemment, son mode de prédilection, sa route de prédilection, c'est l'autoroute, c'est la voie rapide. Et vous pourrez justement tester les performances sur un péage avec un petit départ à 100. Enfin bref, un truc un peu sympa. Et j'essaierai dans cette vidéo de vous démontrer
par un essai routier du coup qui suivra la vidéo un peu plus formelle, explicative, en prenant justement la route avec la bécane pour essayer de vous démontrer tout ça. Alors effectivement, je vous entends d'ici, certains auront tiqué sur le fait que je dise que cette machine est aussi adaptée aux centres urbains, mais encore une fois, les exemples parlent d'eux-mêmes. La police qui est équipée d'FJR et qui tourne sur Paris depuis 20 ans n'a pas plus de problème que ça. Alors, dans certains quartiers, j'entends, ils ont privilégié les phasers ou des motos de plus petite cylindrée encore plus maniables, pourquoi pas. Mais pour le coup, ça marche quand même très bien. Et je connais d'ailleurs un propriétaire de Yamaha FJR 1300 qui faisait partie des forces de l'ordre de la police moto, qui avait acheté en 2001 sa FJR 1300, la grise que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne dans certaines de mes vidéos, qui du coup roulait en perso en FJR et en pro en FJR. Et il a fait ça pendant plus de 20 ans sans aucun problème. Donc je vous assure que lorsque vous connaissez la machine, le centre-ville n'est pas du tout un problème pour vous. Allez, on enchaîne. Toujours pour parler de la polyvalence, il y a effectivement ce qu'on peut attendre d'une machine de ce gabarit, c'est-à-dire la selle, le fait d'emmener un passager. Alors, en fait, tout rentre dans la polyvalence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rouler tout seul pour aller au boulot tous les jours, sans aucun problème. Vous allez pouvoir prendre vos affaires si jamais vous avez des courses à aller faire, par exemple. Ça marche très bien. Et vous avez aussi la possibilité de l'équiper en mode full street. Voilà, transition, Joséphine Ange Gardien. Alors évidemment, quand je dis full street, c'est une blague. C'est plutôt équipé pour de grands trajets, aller prendre la route. C'est la version la plus routière que je puisse avoir sur ma FJR, avec du coup une petite valisette ici de réservoir. Petite anecdote, il existe des tapis de réservoir de la marque Baxter, je crois, qui sont vraiment adaptés à la FJR, de la bonne couleur, etc., qui tiennent giga bien dans le temps, sur lequel vous pouvez greffer une grosse valise qui est vraiment adaptée pour, mais on parle d'une valise qui est vraiment épaisse comme ça, quoi. Donc un truc dans lequel vous devriez pouvoir mettre vos caleçons pendant, je pense, à peu près 4 jours. Donc en termes de polyvalence, que vous fassiez de la ville, du trajet boulot tous les jours, ou que vous décidiez de prendre la route pour aller, je sais pas, au hasard, sur un événement genre Le Mans, moto, peu importe, et ben ça marche complètement. En troisième point, du coup, le confort. Alors ça va aller un peu de pair avec la polyvalence, donc je vais devoir vous faire une démonstration de grâce pour aller m'asseoir derrière pour vous montrer que passager sur une FJR, il y a pire. Bon, comme vous pouvez le voir, la position n'est pas parfaite, mais comme la moto est sur la béquille centrale, j'ai pas très envie de la faire basculer. Donc je vais pas me remettre totalement en arrière. Mais vous pouvez déjà voir que j'ai beaucoup d'espace encore restant jusqu'au top case, que niveau position, franchement, on est haut, on domine bien la route, on est bien confort, et une fois qu'on est plaqué, on a vraiment de la place. On a même des poignées pour se tenir si jamais on n'a pas envie d'être trop proche du conducteur. Et encore une fois, le fait de mettre la main sur le réservoir, c'est quelque chose de totalement faisable. Donc en termes de passagers, ma foi, il n'y a pas trop de problème. Les repose-pieds tombent bien, on n'est pas sur l'échappement, donc on risque pas de faire fondre nos chaussures. Mais pour le coup, les cale-pieds, il faut qu'on en parle parce que entre la phase 1, la phase 2 et la phase 3, il y a eu un petit peu de différence. Celle-ci, c'est une phase 2 et à mon sens, pour le passager, c'est la pire. Je m'explique. J'essaierai du coup de vous trouver des photos des phases 1 et phase 3 pour que vous puissiez comprendre cette pièce en métal là qui a changé. Sur du coup la phase 1 et la phase 3, le cale-pied de votre passager va être un petit peu plus loin que le cale-pied du conducteur. Alors, une fois qu'on est en route, ça pose pas vraiment de problème. Mais une fois qu'on s'arrête et qu'on est par exemple à un feu rouge ou quoi que ce soit et que le conducteur va avoir le pied là, et ben le pied de votre passager, il est dans votre mollet. Et c'est vraiment particulièrement désagréable pour le coup. Donc voilà, j'étais moins embêté quand j'ai essayé la phase 3. C'est vrai qu'avec la phase 2, je trouve que les repose-pieds sont pas terribles. Et je pense que c'est chez Yamaha, ils devaient le savoir, puisque ça a été corrigé. Derrière, en termes de confort du conducteur, bon bah la selle, c'est quand même quelque chose de vraiment confortable. Mes jambes, comme vous pouvez le voir, sont dans le prolongement quasi total du carénage, ce qui fait que j'ai très peu d'air sur les jambes. Juste ici, j'ai un déflecteur de cheville, donc encore une fois, je n'ai pas d'air au niveau de tout ce qui va être sous le bassin. Hein. Et maintenant, la position de conduite, elle est quand même très droite, même pour quelqu'un comme moi qui est petit, on s'entend, 1m73 encore une fois. Donc la position de conduite, elle est très droite, ce qui fait que globalement, on n'a pas mal au dos. On peut aller chercher à se pencher, mais il n'y a aucun intérêt. Derrière, les commodos tombent bien, et pareil pour le confort, c'est quand même quelque chose de chouette. Les rétroviseurs sont au-dessus des bracelets et pour le coup ils englobent parfaitement l'arrière de la machine. Ceux-ci, je sais, ne sont pas des rétroviseurs d'origine, les rétroviseurs d'origine sont à côté, mais pour le coup en termes de gabarit, j'ai pris les plus ressemblants en termes de taille en tout cas, donc on est quand même pas trop loin des rétroviseurs d'origine et les rétroviseurs d'origine de toute façon rentrent dans cette catégorie confort à l'utilisation. Et encore une fois, l'une des options
les plus confortables, surtout quand on est vraiment parti pour faire de la grosse route et qu'on n'a pas envie de se fatiguer, c'est cette fameuse bulle qui peut monter vraiment très haut et qui pour le coup couvre complètement le vent. Attention toutefois, quand vous roulez tout seul avec un top case et avec la bulle surtout levée, il y a une espèce d'appel d'air, une espèce de houle en fait qui vient se mettre ici comme une zone de turbulence et qui a tendance à nous plaquer vers l'avant. Ça peut être un peu désagréable. Mais enfin voilà, je pense que le confort globalement sur une FJR, il est au top. Bon, en 4, pour le coup, je suis obligé de vous parler du premier point négatif, peut-être même du seul point réellement négatif de cette machine, le poids. Forcément, on est sur une grosse machine et beaucoup des gens qui l'ont essayé, beaucoup de personnes qui ont fait des tests, des essais routiers ou quoi que ce soit, vous diront que le poids, c'est vraiment la première information dérangeante à propos de cette machine. Moi qui roule avec elle depuis plus d'1 an maintenant, je dois essayer d'être un peu plus objectif. Et en fait, le poids n'est un problème que et uniquement lors des stationnements. C'est vraiment le seul moment où on peut se sentir un peu désarçonné par le poids, surtout lorsqu'on se stationne sur ce genre de sol. Donc là, typiquement, c'est de l'herbe et des graviers, ça glisse. Et effectivement, si elle a décidé de glisser ou si je perds appui d'un pied, à bout de bras, ça fait lourd, elle va tomber. Voilà, quoi qu'il se passe, globalement, elle va tomber. Donc le poids est vraiment un problème uniquement à basse vitesse, à très basse vitesse, et j'aurais même tendance à dire uniquement lors des stationnements. À part ça, le poids, c'est quelque chose qui se domestique assez facilement. Et une fois qu'on a le mode d'emploi, justement, pour comment gérer ce poids et comment en tirer profit, je trouve que ça devient au contraire un avantage qu'on évoquera un peu plus tard dans cette vidéo. Mais pour le coup, le poids, je suis pas tout à fait d'accord avec les gens qui disent, bon, j'ai tout entendu, hein. Quand j'ai posté du coup l'essai routier de la FJR, j'ai des gens qui m'ont dit que c'était lourd, que c'était pâteau, que c'était pas maniable, que c'était un paquebot, que c'était un tas de merde. Peut-être un peu plus d'objectivité quand même. Non, la FJR n'est clairement pas un tas de merde. C'est clairement pas un paquebot. Alors, il y a effectivement certaines manœuvres qui vont être un peu plus compliquées que d'autres, mais globalement, ça se fait très bien. Et en fait, le problème ne vient pas tellement du poids que de la façon dont la moto a été construite. Je vous explique. Bon, avant que je vous explique exactement mon propos, on va d'abord rappeler un peu les chiffres quand même. Cette machine est donnée pour 237 kg à vide. Donc, c'est déjà quand même pas mal lourd quand on sait que la plupart des 1000 aujourd'hui essayent de rester dans un poids avoisinant les 250 kg tout plein fait. Là, celle-ci, donc on est à 237 à vide. Derrière, il faut compter les huiles, le liquide de refroidissement, le réservoir de 25 litres. On arrive à un poids total, encore une fois qui va dépendre des versions, aux alentours des 290 kg. On est environ à 287, 288. J'arrondis à 290 kg pour ne pas dire 300 en fait. Donc oui, en soi, c'est une machine qui est lourde. Mais c'est clairement pas la plus lourde. On a des customs qui dépassent les 400 kg. Une Goldwing, ça dépasse les 400 kg. Donc en fait, où est vraiment le problème du poids par rapport à cette machine? Pour moi, c'est surtout l'architecture vraiment de la position du conducteur qui fait en sorte que le poids peut être embêtant. Et encore une fois, pour quelqu'un de mon gabarit. Le truc, c'est que donc, le réservoir est très large, la selle est assez haute et surtout très large. Et donc, j'ai une position naturelle à en fait avoir les jambes un peu écartées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la selle est assez haute, elle est assez large et le réservoir, lui, pour le coup, est vraiment large. Ce qui veut dire que vous avez une tendance naturelle à avoir les jambes qui s'écartent un petit peu. Et donc forcément, vous perdez de précieux centimètres de garde au sol par rapport à l'appui de votre pied. Globalement, dans la situation comme ça, j'arrive au feu rouge, je peux à peu près mettre la pointe des deux côtés. Donc là, elle est surélevée parce qu'elle est sur la béquille centrale, mais je vous fais une petite démo. Et globalement, là, il est impossible pour moi de mettre l'autre pied au sol. Je vous montre. Globalement, si je mets l'autre pied au sol, j'arrive ici. Et là, effectivement, si j'ai quelque chose qui commence à partir à gauche, je peux pas du tout la rattraper. Donc, c'est vrai que l'architecture, on va dire, et la tendance naturelle de cette moto à vous écarter un peu les pattes fait qu'on va ressentir le poids de manière un peu plus dangereuse, peut-être. Sur une moto qui est plus basse, par exemple un cruiser, on va être mieux assis, enfin plus bas en tout cas, on va avoir les jambes naturellement au sol et finalement le poids devient tout de suite beaucoup plus gérable. Là par exemple, sur des manœuvres, surtout sur des cailloux, ce genre de choses, quand je dois pousser la moto juste avec la pointe des pieds, si celle-ci râpe, bah c'est de tomber. Et là, c'est dommage. Donc à ce moment-là, vraiment, uniquement à ce moment-là,
le poids est un problème et je vous expliquerai pourquoi le poids, au final, c'est peut-être même plutôt une de ses qualités. Allez, on continue. Bon, ok, une fois qu'on a dit ça, c'est super. Donc, on a vraiment le point le plus négatif peut-être de la moto, le poids. Mais derrière, je contrebalance avec des exemples. Si je peux vous mettre des petites vidéos YouTube qui ne sont pas soumises à des droits d'auteur, je vous les mettrai. Mais on va parler en 5 de la maniabilité de cette machine. Déjà, on a un angle de braquage qui est quand même franchement correct. Ça donne quand même beaucoup d'angles et on peut, encore une fois, à basse vitesse, réussir à se garer sans trop de manœuvres. Donc en limitant la casse de tomber. Alors, c'est sûr par rapport à la maniabilité que j'aurais aimé qu'il y ait une marche arrière sur cette machine, comme sur la Goldwing par exemple. C'est vrai que ça aurait pu aider dans certains cas, on va dire, à manœuvrer parce que bon, ça reste quand même un peu chiant. Et en fait, à l'inverse de la Goldwing, à l'instar de la Goldwing, on est perché plus haut sur une FJR. Et encore une fois, c'est tout le problème est là, en fait. Le problème, c'est qu'on est un tout petit peu plus haut, que moi, je ne suis pas très grand. Et donc, voilà. Mais la maniabilité dans l'ensemble fait qu'on a un angle de braquage qui est quand même vraiment très bon. On a un gabarit qui, même s'il semble impressionnant, il n'y a aucun problème pour faire de l'interfile avec une machine comme ça. Encore une fois, la preuve étant les forces de l'ordre, hein. Donc, ça ne pose aucun problème au quotidien. On n'est pas comme sur une sportive, par exemple, qui va avoir les bracelets très couchés où la moindre manœuvre est très vite embêtante parce que vous avez un angle de braquage qui est ridicule. Celle-ci, elle braque quand on tourne le volant, elle se penche quand on utilise l'effet gyroscopique. Aucun souci au niveau de la maniabilité. Allez, on enchaîne. Alors, en 6, on va parler d'un sujet dont je ne suis pas forcément concerné. On va parler de l'entretien. Vous l'avez probablement vu sur cette chaîne et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui. Merci à vous d'ailleurs. J'entretiens cette machine dans la vaste majorité des travaux que j'ai eu à faire tout seul chez moi. Donc en soi, l'entretien ne m'a pas coûté si cher que ça. Donc il va falloir prendre le spectre par rapport au devis que j'ai demandé chez Yamaha et aussi surtout par rapport à l'entretien dont cette machine a réellement besoin. On va commencer du coup en parlant des devis. Un exemple très concret, une vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne, c'est les disques et les plaquettes avant et arrière que j'ai montés moi-même à mes frais en achetant les pièces sur Amazon, les pièces de la marque Tarazon. J'en suis super content au passage, fin de l'aparté. J'avais du coup fait un devis chez Yamaha pour me faire monter des pièces d'origine et le devis final, roulement de tambour, c'était 1 200 €. 1 200 € pour disques et plaquettes avant et arrière. Moi-même, quand j'ai commandé les pièces, etc., j'en ai eu pour 300, 350 €. C'est des devis qui sont effectivement assez onéreux en règle générale. Parce qu'il y a deux principes mécaniques qu'on va pouvoir expliquer. Grosse pièce égale gros tarif. Voilà, ça c'est le premier principe mécanique. C'est pas toujours vrai, mais ça reste quand même une vérité générale. C'est-à-dire que grosse machine égale grosse pièce égale gros tarif. Fin. Un SUV va fatalement coûter plus cher à l'entretien qu'une citadine. C'est logique. Et derrière, il y a aussi autre chose qu'il faut mettre en perspective. C'est ça. La machine est intégralement carénée. Ce qui fait que pour accéder à l'organe qui vous intéresse, pour aller par exemple toucher au ventilateur, au radiateur, à quoi que ce soit, eh ben, il va falloir passer par une grosse phase de démontage. Grosse phase de démontage, c'est du temps, donc de la main-d'œuvre, donc un devis fatalement plus élevé que sur une machine où il n'y a pas de carénage. Voilà, comment est-ce qu'on explique l'entretien onéreux d'une FJR. Maintenant, l'entretien courant de cette machine est au final, pas si élevé que ça. Déjà, on a une transmission par cardan, que vous pourrez peut-être voir si je m'enlève. Juste ici, derrière le pot, on a un cardan. On n'a pas une chaîne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'entretenir comme on entretient une chaîne. Il n'y a pas de graissage, il n'y a pas de remplacement du kit chaîne, il n'y a pas de vérification de la tension. Il y a simplement ce cardan qu'il faut venir huiler et donc vidanger une fois tous les 2 ans ou tous les ans, je sais même plus. Donc voilà, ça coûte effectivement un bidon d'huile qui est relativement cher, mais la quantité d'huile là-dedans est très faible et donc au final il va vous resservir. Derrière on a l'entretien courant d'une machine, c'est-à-dire la vidange et puis c'est tout en fait. Et cette machine a aussi, et c'est vrai que ça ne figurera pas dans ce top comme qualité, la qualité incroyable d'être giga fiable. En fait, c'est des machines qui très souvent ont été maltraitées ou torturées, que ce soit par les propriétaires peu regardants comme l'ancien de cette machine présente ici, ou alors des forces de l'ordre qui passaient d'une machine froide à des accélérations folles pour aller rattraper des gens sur la route. Donc c'est des machines qui ont vécu quand même une vie violente.
Et malgré tout, c'est des machines qui tiennent la route. Je vous invite à aller regarder la vidéo réglage soupape du moteur de cette machine. J'avais des gravillons au niveau de mes arbres à cam. Ça l'a pas empêché de tourner, hein. Et dites-vous bien que j'ai fait la vidéo réglage aux soupapes, non pas parce que j'avais un problème, mais parce que, bon, je venais d'acheter la machine, donc je voulais qu'elle reparte sur du neuf, et aussi je venais de me lancer sur YouTube, donc j'avais aussi besoin de contenu. Voilà, il n'y avait pas de panne, c'est-à-dire que rouler avec des graviers dans le moteur, pour elle, c'est pas une panne. Je trouve quand même que la fiabilité contrebalance un peu le prix de l'entretien. On a tous en tête des exemples, que ce soit de voitures ou de motos, qui sont à la fois très chers à l'entretien et très peu fiables, donc avec encore plus d'entretien et de panne. Là, dites-vous bien que toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne sur laquelle je bricole, la seule réelle panne que j'ai eue, hormis la panne qu'elle m'avait fait sur la route, qui était une durite débranchée, c'était le capteur d'air. Et le capteur d'air, j'ai soufflé dedans et il est reparti. Donc pour une machine qui avoisine aujourd'hui les 140 000 bornes, parce qu'on est à combien là? Aujourd'hui précisément, on est à 134 877. Ok, donc 130 000, 140 000 bornes, bah c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Elle m'a coûté réellement, depuis que je l'ai acheté, une fourche, un train de pneus, disque et plaquettes. Et ouais, la plaque était pas aux normes. Et puis après, c'est des détails. Je trouve ça quand même pas mal du tout. Donc l'entretien, ça va. Et derrière, petite dernière aparté sur l'entretien et sur le prix à l'usage de cette machine, l'assurance ne me coûte rien du tout. En fait, il faut que je vous parle de la facilité de la FJR. Un peu de contexte. Je suis jeune motard en soi, puisque je dois avoir 3 ans, un peu moins de 3 ans, peut-être même 4 ans, je sais même plus. Je roule depuis pas très longtemps et surtout, je n'ai pas beaucoup roulé parce que mon ancienne moto, donc une Ninja 650 de 2021, qui était toute neuve et que j'avais pris en leasing, que vous pourrez retrouver sur cette chaîne aussi, parmi les premières vidéos, j'ai eu un accident avec. Donc au total, en 3 ans de leasing, j'avais fait genre 7000 km. Pas énorme. Celle-ci, depuis que je l'ai, j'ai déjà roulé plus de 10 000 bornes en moins d'1 an d'usage. Voilà. Et en passant d'une petite sportive A2 650 à une grosse routière 1300 débridée en full, j'ai pas été déstabilisé, déboussolé. Je me suis jamais fait peur derrière le guidon de cette moto. Alors, la seule chose que j'ai réellement dû apprendre et que j'ai dû apprendre à domestiquer, c'est le poids. C'est tout. À part le poids, cette moto est plus simple que la Ninja 650 que j'ai eue avant. Et on parle d'un delta de poids qui est effectivement conséquent, puisque la Ninja 650, c'était 193 kg tout plein fait, et celle-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à 290 kg tout plein fait. Donc on a un delta de poids de 100 kg, ce qui est quand même énorme, sans compter moi qui ai pris peut-être un peu de poids aussi, c'est pour plus tard ça. Et une fois qu'on a dit ça, ouais, la Ninja 650 avait une accélération qui était peut-être plus nerveuse, un peu trop nerveuse, qui avait tendance à déséquilibrer la moto. La boîte était moins bien, le moteur était moins bien, tout était moins bien en fait. L'angle de braquage était moins bien, la position de conduite, le confort était moins bien, la rétrovisibilité était moins bien, la protection au vent était moins bien. La facilité d'usage d'une FJR 1300 est bluffante. C'est pour vous dire, quand j'ai essayé pour la première fois une FJR 1300, donc j'avais encore la Ninja à l'époque, et c'était une FJR 1300 moderne, neuve, puisqu'elle était de 2015 et elle avait genre 27 000 km, et surtout c'était une AS, c'est-à-dire que c'était celle sans embrayage avec la boîte séquentielle, et c'était facile. Et donc on a fait un essai avec un passager, et c'était facile. Là où avec la Ninja, avec un passager, mais moins facile déjà. Donc la facilité de cette machine, fantastique. Alors, dans le point suivant, le 9, je crois, on va parler de la tenue de route de la FJR. Et c'est là où je vais pouvoir rebondir sur le poids et vous expliquer pourquoi en fait je suis pas d'accord. Mais globalement, ça fait effectivement écho au confort, à la maniabilité, à la sécurité, à la facilité. Bref, ça fait écho à tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo. Mais la tenue de route de la FJR 1300 est aussi assez incroyable. Vous avez globalement, si vous êtes motard ou si vous avez fait un peu de physique, vous avez conscience de l'effet gyroscopique. Le fait que quand quelque chose tourne, développe une force qui le maintient debout. Voilà. Plus vous allez avoir du poids, plus vous allez avoir de l'inertie. L'inertie et l'effet gyroscopique s'additionnent en fait. Donc quand on a réussi à domestiquer le poids, on arrive à avoir une inertie qui est encore plus folle. Et à ce moment-là, la moto se met sur des rails et ne bouge pas. Parce qu'elle est écrasée par son poids et par l'inertie.
Et en fait, quand on a les bons pneus, ça joue aussi, parce qu'avant j'étais sur des Dunlop et c'était atroce. Maintenant, je suis passé sur du Michelin et c'est fantastique. Mais pour le coup, une fois qu'elle est sur l'angle, il n'y a rien qui peut la décrocher. Et ça, encore une fois, ça rajoute à la facilité. Encore une fois, ça rajoute au confort. Encore une fois, ça rajoute à la tenue de route. Et c'est incroyable. C'est pour ça que le poids, je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est un défaut. Parce que quand on a réussi à le comprendre, quand on a réussi à le domestiquer, le poids, c'est un allié incroyable. Parce que justement, la moto va avoir tendance naturellement à se vautrer, entre guillemets, quelque part, et à ne pas y bouger. Et c'est hyper rassurant, d'autant plus quand on a un passager, et même quand on veut faire le gogol, on va dire, en étant un peu sportif, elle change d'un angle à l'autre, sans jamais avoir de mouvement flou, sans jamais avoir de guidonnage, c'est incroyable. Donc la tenue de route de cette machine fait aussi partie vraiment des bons avantages de cette machine. Je me suis trompé, la tenue de route, c'était pas le point numéro 9, c'était le point numéro 8. Le point numéro 9 maintenant, c'est les options de cette machine. Alors, c'est une routière, donc on est en droit d'espérer pas mal de choses en termes d'options, parce que les routières, mine de rien, il faut que ça soit un peu optionné, parce que c'est des machines sur lesquelles, fatalement, on va passer du temps. Donc, je vous ai parlé du tapis de réservoir, je vous ai parlé de la bagagerie qui est optionnelle. Il y a des selles de type confort avec du gel ou alors rabaissé de 3 cm pour les petits conducteurs comme moi. Je pense d'ailleurs que c'est l'un de mes prochains achats. Mais derrière, en termes d'options, on va faire le tour quand même, globalement. Alors, tout ce qui est top block et sécurité, globalement, j'en parlerai pas parce que c'est pas ça qui va vraiment vous faire apprécier la route. Par contre, la bagagerie, ça oui. Alors, même si c'est pas forcément vendu avec la moto, la bagagerie est faite pour aller avec la moto. Quand vous enlevez les bagages, c'est pas une FJR. Ça ressemble à rien. Elle est moche sans les valises. Cette moto est faite pour être avec les valises parce qu'elles ont été faites pour la machine. Idem pour le case. Alors, c'est vrai que c'est pas d'origine du tout, mais pour le coup, la platine pour pouvoir fixer un top case a été vraiment bien pensée. C'est facile de foutre un top case là-dessus. Et encore une fois, je ferai peut-être une vidéo plus tard. Après les valises, et tant que je suis sur la partie arrière de la machine, je peux aussi vous parler de l'échappement. Il existait à l'époque des échappements de type Accra, je crois que c'était la marque, sur mesure, du coup, pour la FJR, pour faire un peu plus de son. Je suis pas du tout client de pot d'échappement sur une machine. J'ai plutôt tendance à trouver que ça fait gogol et que ça sert à rien. Mais pour le coup, pour ceux que ça pouvait intéresser, ça existe. Voilà. Derrière, on avance un tout petit peu et on va passer à la boîte de vitesse. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Inconvénient, pourquoi? Parce que sur celle-ci, c'est une boîte de vitesse à 5 rapports. Ça fait un peu court. Une 6e aurait vraiment fait plaisir. La preuve, Yamaha, à partir de 2015, je crois, a corrigé ce défaut pour mettre une boîte 6. Je sais plus si c'est 2015, mais je sais qu'il existe une boîte 6 sur la FJR maintenant. Par contre, en termes d'avantages, celle-ci, donc, c'est une 2006. Elle a 19 ans aujourd'hui. Et à l'époque, déjà, j'avais ce qu'on appelle un shifter. Alors, pas un shifter pro, mais un shifter. Vous avez du coup ce petit levier d'embrayage qui vous permet, lorsque vous appuyez, de passer vos rapports. Comme sur une voiture, ça change rien. Et bien sur cette machine, en 2006, j'avais déjà la possibilité, sans toucher à mon levier, de passer mes rapports supérieurs en roulant. Passer mes rapports à la volée. C'est génial à l'usage. Ça permet, notamment quand on conduit un peu sport, pas avoir besoin de se déséquilibrer en lâchant la main et juste en claquant les rapports. Ça marche super bien, c'est super bien mis au point. Il y a très rarement de ratés et je pense que quand il y a des ratés, ça vient plus de moi que d'elle. Et pour le coup, c'est une option vraiment agréable aussi. Je reste sur la boîte du coup pour vous parler de la version AS de la FJR, donc avec une boîte séquentielle robotisée, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'embrayage, vous avez 2 petites palettes pour le rapport supérieur et le rapport inférieur. Vous avez toujours le levier en bas au pied pour décider aussi de ce que vous voulez faire et c'est un agrément de conduite qui est fantastique. Je devrais pas le dire parce que c'est passablement illégal, mais ça vous permet de conduire en toute détente, à une main sur le guidon, en permanence. Vous passez vos rapports avec le pied, clac, 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 et puis derrière, tout se fait à l'accélération, et ça se fait avec une main sur le guidon. La deuxième main ici ne sert vraiment à rien. Du coup, la version AS, c'est une version qui me tente vraiment beaucoup parce que j'avais adoré. C'est encore plus simple d'utilisation. Et pour le coup, les anciens motards, ceux qui ont vraiment l'habitude de rouler depuis très longtemps, quand on leur parle d'une moto qui n'a plus d'embrayage, ils font des yeux comme ça et ils sont pas d'accord. Pour le coup, j'étais un peu sceptique aussi. Je suis pas fan de la boîte auto en règle générale, même en voiture. C'est hyper bien mis au point. On peut faire cirer la première pour les manœuvres, c'est facile. On risque pas de caler à un feu rouge, on risque pas de caler en côte. Enfin voilà, c'est vraiment encore plus facile d'utilisation et c'est super bien mis au point. Donc la boîte, c'est un grand oui.
Derrière, vous avez, encore une fois, les anciens motards vont faire la gueule, les poignées chauffantes. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est une option qui est vraiment très agréable. Alors, celles-ci, elles ont cramé, donc je parle pas de celles-ci, mais en règle générale, les poignées chauffantes, j'adore. J'aime pas rouler avec des gants chauffants parce que c'est trop épais, j'aime pas. Mais les poignées chauffantes, je trouve ça vraiment cool. Mais ça, j'ai bien compris, ça va faire dissension dans les commentaires. Derrière, on a la boîte à gants. Ça aussi, c'est génial parce que c'est une routière, donc techniquement, vous allez souvent croiser un péage. Et le fait de simplement pouvoir, avec le contact, hop, vous appuyez ici, ça se lève, vous jetez votre ticket, vous prenez votre carte bleue, vous payez, tac, 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 hop, ça vous évite d'enlever les gants. Ça vous évite de devoir enlever une partie du casque pour voir ce que vous faites. Enfin voilà, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus facile d'usage. C'est un avantage de ouf. Derrière, effectivement, quand on continue à parler de la boîte à gants, dedans, j'ai une prise 12 volts. Je ne sais pas si c'était d'origine déjà sur les motos de 2006 ou si ça a été rajouté, mais je sais que sur les dernières versions, il y a des prises 12 volts partout, donc pour charger son téléphone, mettre un GPS, peu importe que sais-je, une dashcam par exemple, pareil, c'est génial. On a l'orientation des phares qui permet plus de confort, qui permet plus de sécurité. Je vais pas revenir là-dessus, on a la bulle qui est aussi très chouette. Et derrière, encore une fois, pour parler des FJR plus récentes, plus modernes, on va parler de l'infotainment, donc c'est l'ordinateur de bord pour les FJR les plus récentes, les phase 3 globalement. Donc l'infotainment là-dedans vous permet de changer vos modes de conduite. Donc vous avez mode normal, mode confort, mode pluie, mode sport. Ça vous permet du coup de changer la réponse à l'accélérateur, de changer l'amortissement au niveau des suspensions, parce que la molette que j'ai là sous la selle, je vois pas trop la différence. Ça va vous permettre du coup de gérer la suspension, l'amortissement, de gérer l'accélération, l'injection en fait, et donc du coup d'avoir plus ou moins de jus en fonction de ce que vous avez demandé. Ça va aussi vous permettre de régler la hauteur de selle, et ça c'est assez chouette. Ça va aussi vous permettre de régler la bulle, de régler les poignées chauffantes, enfin bref, tout va se faire via l'écran. Et la phase 3 pour le coup, qui est plus moderne, donc plus équipée d'électronique, est vraiment mise au point. Et une fois qu'on a appris à manœuvrer un peu dans ces programmes-là, pareil, ça tombe plutôt bien sous le sens. Donc les options, il y en a beaucoup et elles sont toutes très cool. Il n'y a pas de support de téléphone, de pinlock, on s'en fout, c'est même pas pinlock que ça s'appelle, c'est quadlock, je sais même plus. Bon, en dernier, le 10e point, je vais finir par un point négatif, même si, encore une fois, je peux relativiser. On va parler de la consommation. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est un moteur qu'on peut retrouver dans une voiture. Je ne sais pas à combien vous consommez, vous, en voiture, mais globalement, pour vous annoncer les chiffres, moi, avec la FJR, actuellement, je suis aux alentours de 8 litres et demi, quasiment tout le temps. Parce que ici, du coup, comme vous pouvez l'entendre, je suis en campagne. J'enchaîne du coup les départementales, les patelins, les départementales, les patelins, etc., etc. Donc ma vitesse ne fait que faire 90, 80, 90, 70, 30, 50, 90, 70. C'est impossible d'avoir une fluidité dans la poignée de gaz. En plus de ça, j'ai tendance à rouler un peu fort, donc effectivement, ma consommation a explosé. Là, ça fait 2 jours que je fais beaucoup d'autoroutes pour des raisons personnelles. J'ai réussi à descendre à 7 litres au 100. Donc 1 litre et demi au 100 de moins, juste en étant sur un régime un peu plus stabilisé. Et je vous dis ça, généralement sur autoroute, je suis à 30 au-dessus de la limitation, généralement, à peu près. Mais du coup, les chiffres officiels de consommation pour la FJR 1300, c'est 6,5 litres en consommation mixte. J'ai même vu des vidéos dans lesquelles les conducteurs arrivent à être aux alentours de 5 litres au 100. Si c'est le cas, et si vous arrivez à taper 5 litres au 100 avec votre FJR, la consommation n'est clairement pas un problème en fait. Pour moi, ça l'est un peu plus parce qu'aujourd'hui, l'essence c'est super cher et que donc forcément, plus je consomme, plus ça me coûte. Donc voilà, c'est chiant. Pour le coup, souvent quand on achète une moto, c'est derrière la passion, un peu de rationalité aussi. Ça peut nous permettre de zapper les bouchons, ça peut nous permettre d'accéder à de meilleures sensations plus facilement et moins cher qu'avec une voiture. Ça nous permet d'être un peu plus économique qu'une voiture par exemple. La FJR, l'argument économique, elle ne l'a pas. Pour le coup, je consomme moins avec la voiture qu'avec la moto. Mais c'est juste une histoire de vase communicant. Et encore une fois, si j'arrêtais de rouler comme un artiste, peut-être que j'arriverais à avoir une consommation plus restreinte. Bon, voilà. Maintenant qu'on a dit tout ça, je vais faire un dernier point et on va parler vaguement de quelque chose de très subjectif. C'est très très subjectif et ça va être très court. Le look, ça a de la gueule. Alors attendez, le look, ça a de la gueule, non? Alors attendez, le look, ça a de la gueule, non? Bon, attendez, le look, ça a de la gueule, non? Bon, ok, là, sans les valises, moi j'aime pas. Je trouve que ça marche pas, ça lui fait
un gros museau et bah. Mais en termes de look, déjà, c'est une moto qui est assez cool. Déjà, pour ce double échappement, qui rend une espèce de symétrie à la machine. Vous prenez par exemple une autre machine que j'aimais bien, c'était la Kawasaki GTR 1400. Le problème, c'est que ce mono-échappement, bah de l'autre côté, il manque un truc, quoi. Là, la moto, elle est uniforme, elle est équilibrée. Je la trouve personnellement très belle, voilà. C'est totalement subjectif. Vous êtes peut-être pas du tout convaincu, donc on va aller rouler pour que j'essaye de vous prouver tous les points dont on vient de parler. C'est parti. Et bien comme vous pouvez voir, j'ai le micro ici, la caméra pour les plans de face. Donc ça risque d'être un peu la galère. On va voir ce que ça donne. J'espère juste qu'au son ça sera pas horrible, hein, forcément. Parce que bon, les images normalement, ça devrait aller. Allez, let's go. Ah fuck. Ok. Hop, donc maintenant qu'on a repris la route, on va l'emmener sur son chemin de prédilection, sur sa voie de prédilection. C'est fou comment tout de suite on a coupé du vent avec cette bulle. Alors c'est pas celle d'origine, mais si je ne dis pas de bêtises, la seule différence avec celle d'origine, c'est que celle-ci est fumée. Voilà. J'ai la bulle d'origine à la maison et je crois qu'effectivement c'est la seule différence notable entre les deux. Tout ce qui va être niveau de hauteur, etc. c'est la même chose. Celle-ci a juste la particularité d'être fumée. Voilà. Donc encore une fois, on pourra un 16 des hanches sans aucun problème. Clac, clac, clac. Hop, neutre, vide-poche. Hop, ticket, vide-poche. Fermez le vide-poche. Première, et on y va. On accélère. Alors tant pis. 2, et on y va, j'accélère. Ça va. Donc je sais pas trop ce que ça représente, mais ça représente pas trop mal, je pense. Hop, là on est sur un virage en appui, on la plaque avec le poids, et une fois qu'on est dans l'angle on peut accélérer presque autant qu'on veut, ça bouge pas. Hop, on penche, on penche, on penche, on penche, on penche, j'accélère. Et du coup à la sortie de la bretelle de la voie d'insertion, je suis déjà à 130. J'arrive à être à 4000 tours minute. Donc 4000 tours minute, ça fait beaucoup quand même. C'est pour ça que la 6e aurait fait du bien, parce que du coup, mine de rien, sur autoroute, on a une consommation un peu élevée. Après, encore une fois, c'est une question de... C'est une question d'architecture, c'est comme ça, c'est tout. Ça fait pas de cette machine quelque chose d'effrayant ou de complètement débile, au contraire. Le fait d'avoir qu'une 5 et d'être tout le temps un peu en sur-régime fait qu'on a tout le temps de la reprise. Ça peut aussi être agréable. Allez, je réaccélère un peu fort. On se déhanche sans aucun problème. Hop là. C'est quand même assez agile, hein. Hop là. Hop. Est-ce qu'on enchaîne? On enchaîne sans s'arrêter sur le rond-point. On fait le tour. Hop. Une machine qui est vraiment très simple d'utilisation, qui s'accessoirise bien parce que bon, mine de rien, un régulateur, ben, ça lui fait du bien. C'est vraiment très dosable parce qu'à aucun moment elle est brusque et la poignée de gaz ne vous incite vraiment jamais à vous méfier ou quoi que ce soit. C'est vraiment une moto proche de la perfection, j'aurais tendance à dire.
Ouais, peut-être proche de la perfection. C'est un outil qui est efficace. C'est un outil qui est efficace, qui fait un son sympa, qui a une gueule sympa, qui a une histoire sympa, parce que c'est quand même un peu de patrimoine. Par chez nous, on en a beaucoup vu des FJR, mine de rien. C'est une moto qui est facile, qui convient aux débutants et aux conducteurs expérimentés, qui convient aux conducteurs solo ou aux gens qui préfèrent faire de la balade à deux, pour les longs trajets, les courts trajets. Le deuxième point de ma vidéo, qui est la polyvalence, c'est peut-être vraiment sa meilleure qualité. Et je pense sincèrement que cette moto se rapproche de ce qu'on peut attendre d'une moto parfaite. Parce qu'on a de la place pour voyager, on a des valises, on a un châssis qui est mis au point, on a des performances qui sont franchement largement acceptables. On a une gueule qui est assez intemporelle, on a un moteur qui est très fiable, on a une sécurité au freinage. Tout est fait avec une passion, avec un soin du détail qui est monstrueux. Cette moto, c'est juste votre meilleur ami. C'est un bon pote qui vous met une bonne tape dans le dos et qui vous dit « ça va bien se passer ». Ça va bien se passer. Je ne sais pas si c'est le plus beau compliment qu'on peut faire à une machine. Je ne sais pas si c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à une moto. Mais en tout cas, moi je la trouve parfaite pour ça. Elle correspond à toutes mes attentes. Et même elle coche des cases que j'avais pas dans mes attentes. Et là on va partir sur une petite série de virages, histoire de s'amuser un peu. Mais vous pouvez la conduire comme un artiste, en la cartonnant dans tous les sens. Et il y a des fois on a l'impression qu'elle en demande. J'ai vraiment des fois l'impression que elle a été faite pour ça. C'est très étrange comme sentiment. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère avoir réussi à vous exprimer à quel point j'aime cette machine malgré ses quelques défauts. J'ai bien conscience qu'ils existent. J'essaye simplement d'être le moins objectif possible pour vous donner peut-être envie. Si jamais j'ai réussi à vous convaincre ou si jamais vous cherchez une FJR 1300, il existe effectivement tout un panel de prix puisqu'on parle d'une machine qui n'a pas fondamentalement évolué pendant 20 ans. De 2001 à 2021, il y a effectivement globalement 3 phases qu'on peut reconnaître. Donc la première phase de FJR, vraiment la toute première avec le gros cadran. La deuxième, celle que j'ai, la phase vers 2006. Et enfin, vers 2015, on a la troisième phase avec du coup le nouvel ordinateur de bord, etc., etc. Les prix vont bien évidemment varier en fonction de si vous voulez une phase 1 ou une phase 3. Aujourd'hui, il y a le système critère aussi qui rentre en compte, mais on fera ça dans une autre vidéo, c'est promis. On parlera du critère et du contrôle technique d'un point de vue vraiment technique et pour le coup critique. Je suis pas là pour vous inciter, mais on essaiera d'expliquer au maximum les choses de manière factuelle. En termes de prix, du coup, une FJR, je pense que ça peut se trouver entre 3 000 € et 10-15 000 €. Alors, ça fait une grosse fourchette de prix et pour le coup, j'aurais tendance à mettre un peu le haut là sur les FJR qui sont à très bas prix. Pour ne rien vous cacher, la mienne, je l'ai personnellement achetée 3 000 €. Vous l'avez vu tout au long de cette chaîne, j'ai dû quand même faire beaucoup de travaux dessus et heureusement que je me débrouille en mécanique et surtout que j'ai la place et le temps et l'outillage pour le faire. Si jamais vous n'avez ni la place, ni le temps, ni l'outillage, ni les compétences, ni l'assurance de faire ce genre de travaux, n'y allez pas. Généralement, les FJR qui sont à ce prix-là sont des FJR qui sont ou très kilométrés ou
très peu, voire pas du tout entretenu. Donc j'aurais tendance à vous dire, plutôt que de partir sur une FJR qui va vous coûter 3000 € à l'achat et au final vous coûter 3000 € en réparation, visez peut-être d'office, d'emblée, une FJR aux alentours des 6000 € avec un carnet d'entretien, avec un propriétaire qui aime sa machine et avec un bon feeling, c'est aussi très important. Mais pour le coup, vous pouvez vous faire plaisir avec des FJR au top du panier. Personnellement, si j'ai une préférence, je trouve la version AS vraiment fantastique parce qu'elle va vraiment rendre les points positifs de la FJR à leur maximum. Tout ce qui va être facilité, options, manœuvrabilité, etc. de par la boîte de vitesse séquentielle, c'est quelque chose de fantastique. Souvent, quand on est en centre-ville ou quoi que ce soit, on peut se faire surprendre sur un freinage et finir par caler ou caler à un feu rouge. Bref, c'est une possibilité qui n'existe pas avec la boîte AS. Pour le coup, j'ai pu la tester une seule fois. J'ai pas pu en faire de vidéo, c'est un peu dommage parce que j'aimerais beaucoup les comparer. Et je suis vraiment tombé amoureux de la S. Donc pour le coup, je vous la conseille. Maintenant, pour le coup, de manière factuelle, la version AS de la FJR est l'une des versions les plus récentes, donc forcément plus chère. Pour finir un peu sur le guide top achat, comme vous voulez appeler ça à la fin de cette vidéo, il existe aussi une version de la FJR, la version finale, on va dire, qui est sortie en 2021 et qui du coup célèbre la fin de la FJR. Donc j'essaierai de vous mettre des photos pareil ici. Elle est toute noire avec des liserés dorés. Elle est super belle. Et pour le coup, je pense que c'est une moto qui ne perdra pas beaucoup de sa valeur dans le temps puisque c'est une version exclusive d'une moto qui a beaucoup d'histoire, qui a beaucoup été vendue mais qui est beaucoup aimée, beaucoup recherchée. Donc pour le coup, si vous arrivez à mettre la main sur une version ultime, je pense que c'est un peu le Graal de ce qui se fait pour la FJR. Voilà. Vous l'avez peut-être lu dans mes annotations, mais la FJR est effectivement tombée à la fin du tournage de cette vidéo quand j'essayais de manœuvrer sur les graviers, que je vous expliquais un peu plus tôt avant dans la vidéo. Bref, les fameux top blocks que j'avais installés, sans aucune surprise, n'ont pas tenu le coup. Ils ne sont pas là pour protéger la machine, ils sont juste là pour servir de cale-pied. Donc, ils ont cassé, très bien, je vais les remplacer. Ça a cassé sec et net. La vis a pété, elle est encore bloquée dedans. Ça a cassé sec et net, ça n'a... Alors, je pense que ça a quand même amorti un peu parce que le carénage n'a rien pris du tout. Mais pour le coup, la vis dedans, elle a tordu et elle a pété instant. Donc encore une fois, rappelez-vous que si le but c'est de protéger votre machine, n'achetez pas ces merdes là sur des sites douteux, ça sert à rien et pour le coup, en plus, c'était même pas très joli. Donc elle va retourner avec des top blocks plus conventionnels. Voilà, la vidéo est très longue, probablement l'une des plus longues de ma chaîne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je suis sincèrement désolé pour la prise de son qui a été catastrophique pendant l'essai routier. J'avais 2 micros, 2 caméras et j'ai fait plusieurs essais et à chaque fois, le micro sature à cause du vent. Donc si jamais vous avez des conseils sur du matériel qui serait peut-être plus adapté à ce genre d'essai, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Pour le coup, je suis vraiment intéressé parce que j'aimerais beaucoup vous filmer de manière plus régulière la route, parce que j'en fais beaucoup, et parce que j'ai une série de vidéos en tête depuis très longtemps où j'aimerais bien prendre la route et vous faire découvrir la région. Ça serait mieux du coup avec un micro qui fonctionne. Donc voilà, si vous avez des conseils, si vous êtes ingé son, enfin bref, je sais pas, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires, ce serait vraiment super de votre part. De mon côté, j'essaye de faire le max pour que ce soit à peu près audible avec des prises de vue assez jolies, etc. Mais gardez en tête que je débute, donc voilà. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Vous êtes encore de plus en plus nombreux, donc là aussi, je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on continue à faire grossir cette chaîne. Le commentaire, le pouce en l'air, enfin bref, on se revoit très bientôt dans d'autres vidéos avec la FJR. Je fais plein de rimes, c'est ma journée, c'est pour moi, c'est cadeau. Et surtout, prenez soin de vous, c'est hyper important. Allez, jambes tendues, V à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.